Donc, bonjour à tous. Merci d'assister à ce Jeudi de l'industrie d'Atout Grand Est. Donc, aujourd'hui, c'est Bérénice Johnson qui va nous parler des campagnes de mesures en appui aux problématiques industrielles. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent au cours de la présentation, on vous laissera la parole en fin de présentation, on ouvrira les micros, ou alors vous pouvez quand même les poser dans le fil de discussion. Vous avez un icône en bas de votre écran, normalement. Et donc, pour information, ce webinaire est enregistré et sera mis en ligne aujourd'hui. On vous enverra le lien juste après. Voilà, je laisse sans tarder la parole à notre intervenante du jour. Merci, bonjour à tous et bienvenue donc au Jeudi de l'industrie sur les campagnes de mesure en appui aux problématiques industrielles. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi réaliser des campagnes de mesure? Alors, souvent, il y a des demandes de réalisation de campagnes de mesure au niveau réglementaire, notamment dans les plans de surveillance environnementaux. Ça, c'était une première demande, mais ça peut être aussi en lien avec une politique volontariste de l'industriel par rapport à un diagnostic au niveau de l'impact d'air, qui peut émaner aussi d'échanges avec les communes, les riverains, voilà, qui réalisent des demandes pour savoir en fait un petit peu l'impact que peut avoir, par exemple, l'implantation d'une nouvelle industrie ou une industrie qui est existante. Et puis, ça peut intervenir aussi dans le cadre de la réalisation d'un état initial de la qualité de l'air, donc avant implantation d'une activité industrielle. Donc, ça va participer à faire des diagnostics impartiaux pour la qualité de l'air, donc dans le cadre de méthodologies qui sont nationales, et ça va alimenter en fait un état de l'environnement, hein, puisque il peut être réalisé à différents niveaux, que ce soit l'eau, l'air, différentes matrices, qui est objectivé. Et donc, pour la partie air, ça serait réalisé. La finalité aussi, c'est de connaître donc les concentrations des polluants. Donc les concentrations de polluants, en fait, donc ça sera les quantités de substances présentes dans l'air qui seront généralement présentées en quantité par mètre cube d'air. Et c'est avec à partir de ces concentrations, on peut réaliser aussi, par exemple, une évaluation de l'exposition sanitaire. On a déjà eu des demandes pour des composés spécifiques, par exemple comme le chrome 6, en vue de déterminer l'exposition sanitaire ou l'objectif aussi peut être de vérifier le respect de la réglementation par rapport à l'air ambiant. Donc, voilà le contexte général. Sur ces campagnes de mesure, d'accord, une campagne de mesure, mais quels polluants peuvent être mesurés? Donc, il y a vraiment une variété importante de polluants qui peuvent être mesurés dans l'air, hein, puisqu'il y a vraiment différents polluants d'origine diverse dans l'air. On peut caractériser une première famille qui est celle des polluants réglementés. Alors, soit ils se trouvent sous forme de gaz, comme par exemple le dioxyde d'azote, les oxydes d'azote, l'ozone, le benzène, le dioxyde de soufre, ou alors ils peuvent aussi se trouver fixés sur les particules. Dans ce cas, on parlera de polluants particuliers réglementés, notamment les particules fines, inférieures à 2,5 micromètres, ou les particules un peu plus grosses, dont le diamètre va être inférieur à 10 micromètres. Et puis, on va regarder aussi sur ces particules-là, est-ce qu'on trouve des composés particuliers? On peut suivre par exemple le benzoapyrène, hein, qui est un composé qui est réglementé dans l'air ambiant, ou par exemple des métaux lourds. Et ces composés qui sont réglementés, on disposera de valeurs réglementaires bien documentées. Par exemple, pour le dioxyde d'azote, on voit qu'on a différentes valeurs réglementaires, des valeurs annuelles, des valeurs horaires, et même des lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, on aura pas mal de valeurs de référence pour se comparer, et on pourra vraiment se comparer par rapport à la réglementation. Sur les industries, il y a aussi d'autres polluants qui peuvent être aussi plus spécifiques que ceux qu'on mesure de façon réglementaire dans l'air ambiant. On mesure régulièrement les dioxines et furanes dans les retombées atmosphériques et en particulier, par exemple, à proximité de tout ce qui est unité de valorisation énergétique. Et on peut avoir plein de composés, comme par exemple l'acide chlorhydrique, l'acide fluorhydrique, les ammoniacs. Les métaux lourds, on peut les mesurer à la fois dans l'air ambiant ou à la fois dans les jauges, comme je vous ai montré tout à l'heure. Mais là, on va regarder donc dans les retombées. Dans ce qu'on appelle les retombées, c'est toutes les poussières en fait qui vont retomber au sable. Ces retombées aussi, ça donne une information aussi générale sur le niveau d'empoussièrement général qui peut être émis à côté d'un émetteur.
On peut les mesurer aussi. Et puis d'autres polluants qui sont parfois très spécifiques à l'industrie. On a des demandes dernièrement pour de l'acide très phtalique sur les particules, du sulfate de sodium, également dans les particules, de l'éthylène glycol. Donc c'est vraiment un panel très varié de polluants. Et donc, c'est déjà certains qui ne sont pas réglementés. Pour ceux qui ne sont pas réglementés, alors il faut quand même qu'on puisse se comparer à des valeurs voilà, qui nous donnent une indication sur si c'est un niveau élevé ou si c'est un niveau faible. Donc, on dispose pour une majorité de ces polluants là, non réglementés de valeurs de référence. Et puis là, par exemple, je vous ai donné des exemples pour les dioxines et furanes, où on a des guides de l'INERIS et puis aussi le BRGM, qui nous permettent en fait de connaître les niveaux en dioxine pour se dire le niveau qui est mesuré, est-ce que c'est un niveau de bruit de fond rural, un niveau de bruit de fond urbain, ou est-ce que c'est caractéristique d'une usine d'incinération. Donc voilà, donc même si c'est pas réglementé, on dispose quand même de valeurs de référence. Et puis, je vous le dirai tout à l'heure aussi de l'historique dont on dispose à Atmo Grand Est. Donc voilà pour tous les polluants qui peuvent être mesurés. Donc ils sont vastes, qui peuvent être spécifiques, qui peuvent être aussi réalisés en mesure au cas par cas. Ces polluants, donc ben, il faut forcément des techniques de mesure qui sont associées. Donc ces techniques de mesure, elles sont adaptées en fonction des polluants. Une des techniques de mesure qu'on utilise généralement, et notamment par exemple en proximité des UVE, c'est les jauges Owen. Donc les jauges Owen, hein, c'est assez simple d'utilisation, hein, puisque ça va être une bonbonne en verre avec un entonnoir. Et puis on va récolter donc toutes les retombées atmosphériques totales avec les précipitations qui vont être collectées au niveau de ces jauges. Pour autant, même si le principe est simple, c'est quand même une technique qui est normalisée. On connaît la surface d'exposition de la jauge et donc ça nous permet à partir de là d'évaluer en fait donc les dépôts atmosphériques. Sur ces jauges, les durées de prélèvement sont relativement longues puisqu'on fait en général des prélèvements sur un mois. Voilà, parce que c'est surtout après parce que donc le contenu de la jauge va être envoyé au laboratoire. À partir de l'analyse au laboratoire, on peut déterminer plusieurs éléments, ou par exemple, on peut déterminer les retombées atmosphériques totales, on peut déterminer les quantités de dioxine et furane qui sont présentes dans les eaux collectées, les métaux lourds. Donc, ça va être envoyé au laboratoire et il faut une certaine quantité pour être au-dessus des limites de quantification du laboratoire. Donc, c'est une technique de mesure qui est simple. L'avantage, c'est qu'on peut disposer des jauges à différents endroits. Donc, par exemple, si on a une dizaine de jauges, bah, ça veut dire qu'on peut réaliser des mesures sur 10 points différents. Mais par contre, la valeur qu'on va obtenir, ça va être une valeur moyenne sur le mois d'exposition. Et puis, comme il y a un envoi au laboratoire, bah, il y a le délai d'analyse au laboratoire. Donc, on n'aura pas le résultat de façon immédiate voilà, sur la concentration qui est obtenue dans la jauge. Donc ça, c'est une des méthodes. Après, il y a également d'autres méthodes. Donc là, on est plutôt sur des préleveurs. Donc les préleveurs, en fait, on va avoir une pompe à l'intérieur du préleveur qui va aspirer l'air à travers une tête de prélèvement. Donc on peut choisir quelle fraction de particules on veut sélectionner. Donc par exemple, si on sélectionne les particules de diamètre inférieur à 10 micromètres, on ne sélectionnera que ces particules-là. Donc on a une pompe, l'air est amené sur un filtre, et puis à partir de là, on peut faire différentes analyses. On peut par exemple faire peser le filtre avant et après le prélèvement, et on aura donc tout simplement la concentration de particules par rapport au volume d'air. Donc ça nous permettra d'obtenir la concentration en PM10 par exemple. Ou alors, ce filtre, il peut être envoyé au laboratoire et puis on peut analyser différents éléments qui se trouvent sur les particules, comme par exemple les concentrations en métaux lourds ou des concentrations aussi en benzoapyrène qui vont se trouver sur le filtre. Là, j'ai parlé principalement des prélèvements particulaires, mais on peut aussi réaliser des prélèvements gazeux, voilà, avec une mousse qu'on va introduire sous le préleveur. Donc ces préleveurs, ils sont un encombrement qui reste assez raisonnable, assez faible. Donc on peut les disposer à différents points, sur différents points de mesure. Par contre, contrairement aux jauges, il faut nécessiter un raccordement électrique.
Donc, c'est une contrainte quand même technique de pouvoir disposer d'électricité à proximité. Et puis, donc, comme il y a un envoi au laboratoire, c'est comme pour les jauges, on aura les valeurs de concentration après l'analyse, donc pas de façon immédiate. Un autre type d'appareil pour réaliser des mesures, donc c'est le camion laboratoire. Donc, le camion laboratoire, eh ben, à l'intérieur, on retrouve la même chose qu'on retrouve dans nos stations de mesure, c'est-à-dire des analyseurs qui vont mesurer en continu, 24 heures sur 24, des concentrations en gaz. Donc, par exemple, les concentrations de dioxyde d'azote, les concentrations d'ozone, les concentrations de particules. Au-dessus du camion, on a des de prélèvements. Donc, par exemple, si c'est pour les particules, ben, comme tout à l'heure, on va sélectionner les particules avec le diamètre qui nous intéresse, ou des prélèvements, des têtes de prélèvements simples pour les gaz. Donc, l'air rentre au niveau de l'analyseur. L'analyseur délivre en continu, donc une concentration sur le gaz qui est concerné. Donc, le camion laboratoire, c'est un moyen de mesure qui est utile puisque contrairement aux autres méthodes que je vous ai présentées, on aura une concentration en continu et immédiate puisque les données des analyseurs vont être transmises par un système d'acquisition. On va les recevoir nous, au niveau de notre centrale et on les a de façon presque instantanée au niveau d'Atman Grand Est. Donc, dès qu'on a mis en place le camion laboratoire, on a tout de suite les mesures qui sont associées. Par contre, son encombrement est plus important. Et puis, il nécessite aussi un recardement électrique, donc avec des autorisations à la fois par rapport à l'encombrement et puis par rapport au raccordement électrique. La quatrième méthode de mesure, alors là, c'est une méthode de mesure qui est plutôt légère et plutôt parce que c'est des petits tubes passifs, donc c'est tout, c'est assez petit. Ça peut s'accrocher facilement en fait à des poteaux électriques, voilà, à différents supports. Donc c'est facile d'en disposer à plusieurs endroits. Ça ne nécessite pas de raccordement électrique. Donc le principe de fonctionnement d'un tube passif, ben, en fait, donc un petit tube avec à l'intérieur un absorbant qui est spécifique aux polluants qu'on veut mesurer. Par exemple, si on veut mesurer le benzène, ça va être du charbon actif. Et puis, donc, l'air va se piéger au fur et à mesure du prélèvement au niveau du tube passif. Par contre, pour reconnaître, par exemple, la concentration en benzène qui est mesurée, il va falloir envoyer le tube passif au laboratoire après le prélèvement. Donc, c'est assez léger, assez facile à mettre en place, mais comme pour d'autres méthodes, les résultats ne sont pas disponibles immédiatement. Donc là, c'est les techniques de mesure pour les différents polluants. Mais pour exploiter aussi ces mesures de polluants, on a nécessité de connaître les conditions météorologiques de façon localisée, puisque on dispose de stations de mesure où on a des informations sur la météo à Grand Est. Il y a également les stations de Météo France. Mais c'est vrai que lorsqu'on veut exploiter vraiment les concentrations par rapport à un émetteur, on a besoin d'avoir des informations vraiment précises. Alors pour ça, on a différentes méthodes. On a avec Météo France la possibilité de disposer de données virtuelles, donc localisées, hein, qui peuvent nous donner par exemple la hausse des vents. Ou alors on se dispose aussi d'un météo qui peut être placé sur le site de mesure. Et donc lorsqu'on a un météo, ben, on obtient vraiment par exemple la hausse des vents, la direction des vents à un endroit précis sur la zone. Alors, on a des méthodes de mesure. On sait mesurer différents polluants. La question maintenant, c'est de savoir bah, à quel endroit et puis sur quelle période on va les mesurer. Alors, ce qu'on va prendre en compte pour définir les différents points de mesure, ça va être bah, déjà la direction du vent, les directions principales des vents par rapport à l'émetteur. Est-ce qu'on a des vents qui sont originaires du sud-ouest ou du nord-est? Dans ce cas, on va plutôt mettre des points dans les directions de vent. La distance avec la source d'émission va avoir un rôle aussi également important. Donc, ce qui est intéressant, eh ben, c'est d'avoir des points qui sont très proches de la source d'émission et d'autres qui sont plus éloignés, voire très éloignés et qui peuvent servir de points témoins. On peut aussi disposer des informations lorsque ça a été réalisé de modélisation du panache, donc qui permettent d'être sûr de positionner dans notre point
dans la zone où on aura les concentrations les plus élevées. L'objectif aussi, c'est toujours de mesurer ce que respire la population, donc de prendre en compte aussi bah, la présence de villages, d'écoles, etc. Enfin, voilà, d'une densité de population. Et puis, bah, aussi, il faut prendre en compte les contraintes pour l'installation, parce que lorsqu'on a une contrainte de raccordement électrique, on ne peut pas se mettre en plein milieu d'un champ, par exemple, où on n'aura pas de source d'électricité. Donc, c'est tous ces paramètres-là qu'il faut prendre en compte pour définir le nombre de points et puis leur localisation. Voilà, sachant que souvent, dans les arrêtés, dans les plans de surveillance, le nombre de points ou la localisation ont déjà été étudiés au préalable sur l'étude initiale et c'est parfois directement défini dans les arrêtés. Donc, la prise en compte des différents points. Et puis après, la durée et le nombre de campagnes, bah, ça va varier. Alors, si on est sur des polluants réglementaires, on va essayer au maximum bah, de respecter les contraintes réglementaires pour pouvoir se comparer aux valeurs. Donc, par exemple, si on se compare à une moyenne annuelle, il faut à minima réaliser des campagnes de mesure 4 fois dans l'année sur 2 semaines pour pouvoir avoir des différentes conditions météorologiques. Et après, ça va dépendre aussi de la technique de mesure. Parce que, par exemple, on a vu que pour les geôles, on était sur un mois. Donc voilà. Donc après, on s'adapte aussi. Et puis, il y a souvent aussi des spécifications au niveau du plan de surveillance. Alors, pour l'exploitation des résultats, la première chose qu'on va prendre en compte, bah, ça va être notamment les conditions météorologiques qu'on a rencontrées lors de la campagne. À partir de ces conditions météorologiques, et en particulier en lien avec le vent, et avec la force du vent et les directions de vent, on a un guide de l'INERIS qui nous permet de déterminer en fait sur chaque site, donc là on voyait tout à l'heure sur la carte 5 sites différents, si on est sur un impact un principal, un impact secondaire, un impact tertiaire. Hein, puisque le guide de l'INERIS indique que lorsque les vents sont de vitesse supérieure ou égale à 1,5 mètre seconde, c'est vraiment le transport qui est considéré comme le moteur principal de la dispersion des polluants. Voilà. Et par contre, si on est des vitesses inférieures à 1,5 mètre seconde, bah là, par contre, en fait, ça va être dirigé de façon omnidirectionnelle. Voilà, donc on différencie différents types de typologies, en fait, hein. Donc, un impact principal, avec une forte occurrence du vent qui va rabattre le panache d'émission, un impact tertiaire, et puis on va dire plutôt un point qui va être représentatif du fond, où les vents vont être peu orientés vers le site de mesure, et le site de mesure est éloigné de la source. Alors, quelques exemples de résultats bah, qu'on obtient avec les différentes techniques de mesure. Donc, je vous parlais tout à l'heure des jauges, et puis aussi bon, bah, des mesures météorologiques. Donc là, bon, on voit qu'on regarde hein, ce qu'on a obtenu comme température, ce qu'on a obtenu comme pluie, hein, puisque ça va avoir un impact hein, donc, sur les concentrations qu'on peut retrouver dans l'air ambiant, et puis également un impact sur les retombées. Donc là, c'est un exemple de surveillance d'une cimenterie avec des résultats, en fait, donc là, des retombées atmosphériques, donc, qui sont exprimées en milligrammes par mètre carré par jour. Et puis, ben, on peut comparer d'un site à l'autre c'est les valeurs de retombées atmosphériques. Et là, en l'occurrence, on voit que sur le site 2, ben, on a quand même voilà, une concentration qui est quand même plus élevée que sur les autres sites. Donc, ça nous permet de donner déjà une première indication. On peut comparer aussi aux médianes qu'on a eues sur des sites précédents. Puis, par exemple, pour les poussières, les retombées atmosphériques totales, on a un objectif à atteindre, donc qui est de 500 mg par mètre carré par jour, en moyenne annuelle glissante. Donc là, c'est sur une seule campagne, mais si on fait la moyenne des différentes campagnes, on peut comparer à cette valeur de 500 mg par mètre carré par jour. Alors, un autre exemple, donc là, on est sur les métaux lourds dans les retombées, en surveillance dans l'unité de valorisation énergétique. Donc là, par exemple, on a mesuré le cuivre dans les retombées totales. Et avec ces valeurs de cuivre, donc on obtient en microgrammes par mètre carré par jour, on peut regarder bah, par rapport au site et leur typologie, quelle concentration on obtient. Et puis on peut se comparer aussi ben, aux valeurs de référence que je vous présentais tout à l'heure, si on est sur nos zones impactées ou non. Et puis bah, là, on voit clairement que sur les sites A' et B,
on est plus élevé, on est plutôt sur une zone impactée d'une unité de valorisation énergétique. À Atmo Grand Est, on dispose aussi d'un historique relativement important qui nous permet aussi de faire des comparaisons encore plus poussées. Là, par exemple, c'est les mesures de titane dans un. Donc là, on est au niveau aussi, par exemple, avec des mesures dans les jauges, donc sur un site différent. Là, il y a 10 sites différents. Et puis, ben, on peut regarder, comme on a beaucoup d'historiques, on peut regarder la médiane, on peut regarder le minimum, le maximum, et aussi le troisième quartile, le premier quartile. Et ça nous permet d'avoir des informations voilà, assez visuelles. Et puis, comparer à l'historique, donc comparer en fait, finalement à des valeurs qui sont ubiquitaires pour les mesures qui sont réalisées. Donc, par exemple, on voit tout de suite du premier coup d'œil que sur le titane, eh ben, les concentrations mesurées en 2022 sont en dessous de l'historique qui est habituellement mesuré. D'autres représentations qui peuvent être réalisées aussi, on peut regarder par exemple sur les métaux lourds, qu'on mesure différents métaux lourds. Ben, en fait, quelle est la caractérisation, la typologie un petit peu de ces métaux lourds par rapport à ce qu'on observe habituellement. Donc, par exemple, sur les différents sites, là, on voit la répartition des différents métaux lourds. On voit, par exemple, le cuivre en orange ressort, le manganèse aussi ressort également. Et puis, on peut faire la même chose aussi dans les retombées. Donc là, c'est une campagne de mesure. On l'a fait à la fois dans l'air ambiant, les mesures de métaux lourds, et à la fois dans les retombées. Et on peut voir bah, si on a des profils qui sont similaires et différents. Et en l'occurrence, bah, là, on se rend compte que sur le plomb, par rapport à l'air ambiant, on a une proportion qui est plus importante, voilà, ce qui peut nous donner aussi une information voilà, de caractérisation des émissions, enfin, des concentrations dans l'air. Ce qui peut être intéressant aussi à réaliser, bah, c'est de comparer en fait le profil qu'on a à l'émission par rapport au profil qu'on peut avoir dans les retombées. Donc là, on a disposé en fait donc, du profil en dioxyne furane des émissions en cheminée. Et puis, on peut regarder bah, si nous, dans les retombées, on observe les mêmes composés. Par exemple, donc là, on voit que sur les émissions, on a ce composé là qui est en noir, donc c'est l'OCDD qui ressort, et le composé en bleu clair. Et ben, on voit quand même que c'est aussi ces composés qui ressortent de façon plus importante dans les sites qui ont été mesurés. Et on peut voir si on retrouve le même profil ou s'il y a des dioxines qu'on retrouve à l'inverse dans les retombées et qu'on ne va pas retrouver à l'émission. Voilà. Donc après, ça nous permet de voir voilà, d'avoir des conclusions là-dessus. On ne peut pas toujours faire le lien avec certitude, mais ça nous donne des premières informations quand même sur les profils. Par exemple, si on observe des dioxines qui ne sont pas du tout observées à l'émission, bah, ça veut dire qu'il y aura une autre source d'émission du dioxine qui proviendra pas forcément bah, de la source d'émission. Voilà. Et puis le dernier exemple pour les résultats, c'est les mesures par laboratoire mobile. Donc, pas laboratoire mobile, là, comme je vous disais, l'intérêt, c'est qu'on peut vraiment avoir les concentrations là au jour le jour et qui ne sont pas des concentrations moyennées. On peut réaliser aussi des roses de pollution à partir des concentrations. Et puis, on peut comparer, par exemple, là, on a l'exemple des vents qui sont influencés par les émissions de l'industrie. Et puis, on se rend compte bah, que les vents enfin, les concentrations les plus élevées ne sont pas forcément observées dans ces vents les plus forts. Voilà. Donc, une source d'information qui est différente. Donc voilà les campagnes de mesure en appui aux problématiques industrielles. Alors on voit qu'on peut mesurer de nombreux polluants différents, avec parfois des polluants qui sont très spécifiques. Donc après, à Atmo Grand Est, on va s'adapter vraiment à ce qui est à la demande, ce qui est émis. Voilà, on a vraiment un catalogue de polluants importants qui peut être mesuré. Les méthodes de mesure, elles sont diversifiées et puis elles sont toujours adaptées à la problématique, puisque en fait, une méthode de mesure va répondre à une demande ou à un polluant qu'on va mesurer. Les stratégies d'achatouillonnage aussi, c'est important de les adapter au mieux aux problématiques. Elles peuvent évoluer aussi en fonction des demandes, puisque ça arrive aussi souvent qu'il y ait des demandes, par exemple, de l'adréal, ou alors qu'il y ait des choses qui évoluent au niveau des campagnes. Par exemple, il y avait une campagne, on s'est aperçu qu'il y avait un point qui pouvait peut-être être influencé par d'autres industries qui se trouvent à proximité et pas forcément l'industrie qu'on voulait surveiller. Et donc là, on va rajouter un point supplémentaire
voilà, pour pouvoir compléter en fait les connaissances et les informations. On dispose aussi d'un historique important à mon Grand Est avec une base de données. On peut, voilà, on dispose de données ubiquitaires et ça complète aussi les valeurs de l'INERIS, etc. dont on dispose pour vraiment pouvoir exploiter au mieux, comprendre au mieux les données qui sont mesurées. Et puis si donc c'est toujours Atmo Grand Est comme une association de surveillance de la qualité de l'air, toujours dans un cadre d'impartialité. Et puis on peut participer aussi au développement d'un réseau d'échange entre les différentes parties prenantes, entre par exemple les riverains, les industriels et les élus locaux. Voilà, j'en ai terminé et je suis à disposition pour des questions. Et merci de votre attention. Pardon, oui, j'ai oublié juste de dire que donc là, c'était le jeudi de l'industrie sur les campagnes, et puis qu'il y a un prochain rendez-vous le 9 novembre, le 7 décembre, avec les... Merci Bérénice. Moi, je te laisse finir. oui, non, non, et puis là, vous avez les contacts privilégiés pour tout ce qui est industrie au sein d'Atmo Campus. Voilà. Merci Bérénice pour ta présentation. Alors, pour le moment, il n'y a pas de questions, mais j'avais bloqué pour Haute et pénalise. Donc là, j'ai rouvert la discussion pour tout le monde. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je peux vous donner l'accès pour le micro. Je ne vois pas de questions, Bérénice, pour le moment. Bah, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir participé au Jeudi de l'Industrie et merci, Bérénice, pour ta présentation. Bonne Bonne journée à journée. tous. Au revoir.